Ah bah maintenant vous faites référence à Super Mario Bros. Ou à Alice au Pays des Merveilles. J'avoue que les deux marchent très bien dans le principe. C'est un épisode pas trop mal, honnêtement, hein, qui prend un peu son temps pour poser. Le suivi de deux sous-intrigues, hein. La première qui a un tout petit peu commencé il n'y a pas très longtemps et l'autre qui est là depuis la saison 4 quoi. Vraiment, je m'attendais pas à ce que les problèmes politiques autour de la prise de pouvoir de Janai et les conflits que ça engendrerait durent 3 saisons entières, limite 4 vu comme c'est parti, j'ai le sentiment que ça va même aller jusqu'au bout de la saison 7. Hein. Je sais pas exactement comment ça se lira avec l'intrigue principale, mais quand même, on passe beaucoup de temps sur ça, je m'y attendais pas. En tout cas, oui, l'intrigue première qu'on va traiter, c'est celle sur Zim qui recherche sa mère et qui va la trouver. Voilà, histoire de juste mettre en place qu'elle va bien et qu'elle pourra pas participer par la suite, quoi. C'est plus ou moins ça. Je sais pas, j'ai le sentiment que ça ira pas plus loin et c'est ça qui m'embête un petit peu, mais on va en parler tout de suite. Donc ils sont en train de voler avec leur dragon Chapeau, parce que voilà, apparemment le petit tétard qui s'appelle Chapeau, il est super attaché à Soren. Et Soren a l'idée de venir chercher Cyrus au royaume de Janai pour les aider à pister la trace de la mère de Zim. Ce qui est logique parce que c'est un peu le truc pour lequel on l'a connu dès la saison 1, c'était un pisteur, donc c'est pas mal de jouer un petit peu là-dessus. Et donc, ouais, ça va être beaucoup de buddy comédie, on va dire. Avec Soren qui est un peu lourd, Cyrus qui le suit, un petit peu exaspéré, mais en même temps un peu attaché à lui, vous voyez, ça passe. Il y a quelques moments où Soren est un petit peu trop con pour moi, mais on peut faire pire, je trouve. Ça passe. Et sinon, bah, ça va être une piste toute bête qui s'étend un peu pour pas grand chose, juste pour appuyer un petit peu la dynamique. Où ils finiront par trouver donc la trace de l'endroit où il est tombé dans l'épisode 9 de la saison précédente. Et plus rien après, et juste une trace de champignons. Champignons qui, après euh, une petite pause où ils passent la nuit, où il y a un moment entre Zim et Ezran pour rappeler qu'ils ont ce lien télépathique qui va au-delà des distances, un peu mignon ça aussi. Et ils finissent par trouver encore plus de traces et tomber sur des champignons vivants. Une sorte de groupe, de petite société de champignons vivants qui parlent pas, mais qui est ami avec cette espèce de d'elfe, je crois, qu'on a vu donc à la fin de l'épisode précédent, qui a soigné la mère de Zim. Hein. C'est une sorte de Radagast spécialité champignon, ce gars, je sais pas. Il est là, on n'explique pas exactement d'où il vient, il existe. C'est plus ou moins ça. Je suis ami avec les champignons, ils ont leur petit délire. Pour prouver que vous êtes leur ami, vous devez porter un chapeau champignon sur la tête, c'est hyper rigolo, Montissimo. Et voilà. On fait le topo et il les amène dans le tronc d'arbre qui contient la mère de Zim, parce qu'elle a avalé un mini champi. En plus, un peu similaire en termes de couleur avec celui des jeux Mario, hein. Vous savez, le mini champi qui vous rend tout petit. Vraiment. Qui l'a rapetissé, ce qui fait qu'elle était plus facile à transporter en étant malade, quoi. Et donc, il y a Zim qui le prend pour entrer à l'intérieur de ce tronc. Au passage, elle a beau avoir été rapetissée, elle reste quand même de taille assez notable, quoi. Un genre à peu près ma taille. Et l'entrée du tronc me paraissait plus petite que ça, quoi. Je dis ça comme ça, c'est un détail. Là, c'est une question de perspective, je voyais pas bien la chose. Et voilà, Zim peut revoir sa mère qui lui dit: Je suis contente de te revoir, je ne pourrai pas t'accompagner, je dois rester me reposer parce que la magie qui m'a un petit peu atteint, elle est assez grave et je vais avoir besoin de temps. Et on va pas faire grand chose de plus contre ça. Je sais pas trop justement, c'est le truc qui me plaît un petit peu. Tu dois continuer à faire ce qui est juste, etc. Je suis fier de toi, etc. C'est acceptable, on va dire, pour essayer de boucler ça en un épisode, enfin en un demi-épisode, parce que c'est clair et net que c'est pas ce sur quoi va se centrer la série. C'est juste justifié pourquoi cette espèce de super grande dragonne ultra puissante qui est totalement du côté de nos héros va pas pouvoir les aider. Ok, très bien. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ça donne l'impression
Malgré le fait qu'elles disent que c'est grave cette espèce de corruption, que on va pas vraiment se pencher sur ça. Par la suite, je sais pas, c'est peut-être moi qui vois mal les choses, c'est pas impossible, mais ça me donne un peu l'impression que voilà ce qui lui est arrivé, c'est un mauvais coup du sort, et on va rien faire contre la source de ce problème-là. On va pas gérer ces zombies qui peuvent infecter les autres dans une sorte de potentielle spirale très 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 dangereuse par la suite. Non. Apparemment, personne va se rapprocher de ces coins-là et au bout du compte, ce sera pas un problème, ce sera pas sur ça qu'on se centrera. Je sais pas, je me trompe peut-être et j'espère me tromper de tout cœur. Néanmoins, oui, c'était la première moitié de cet épisode. L'autre moitié, c'est au tour de Shanaï qui subit le contre-coup de la trahison d'une de ses six, je sais plus quoi. Et il y a donc six grands décideurs gardiens, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et donc celle qui l'a trahi, qui est la copine de Karim, et ben c'est justement comme par hasard celle à qui elle a confié l'orbe. L'orbe solaire, c'est vraiment pas de chat, hein. Une chance sur six, ma grande, hein. Vraiment pas de chat. Mais ouais, en étant trahie comme ça par elle, elle se met à avoir des craintes, un peu de colère, à se dire pourquoi vous vous masquez derrière ces masques. Pourquoi vous vous cachez, ça fait partie de la tradition, et je commence à en avoir marre de la tradition. On voit qu'elle commence à en avoir un petit peu marre, elle fait un peu peur aux siens pour commencer. Et c'est là qu'Amaya finit par s'adresse à elle pour lui dire qu'il n'est pas bon de partir sur cette voie-là. Son exaspération et son doute manquent de lui faire cramer les racines de l'arbre qui commençait à pousser avec la graine, donc il ne peut pas trop pousser tout de suite pour l'instant, mais peut-être qu'il la récupérera, les savoir. Et ouais, elle lui dit je connais une légende qui est un petit peu similaire à ce que tu as vécu, hein, c'est un peu pratique, mais bon, on va dire que ça peut arriver régulièrement, ça, d'un roi qui avait beaucoup de conseillers, qui était beaucoup aimé, mais qui s'est fait trahir par son plus fidèle conseiller, et qui après coup s'est mis à douter de tout le monde, à instiguer le doute parmi tout le monde, ce qui fait qu'il s'est fait trahir parce que justement il avait toutes ses suspicions et il s'est retrouvé seul à la fin. Et on rajoute même un petit truc après coup, après une petite nuit de sommeil où elle a fait des recherches, Janaï, sur le fait que son amoureuse lui était fidèle jusqu'au bout, mais même là, étant donné qu'il était tombé dans cette spirale de doute qui s'est intensifiée, il n'a plus eu que ça, il a fini par la jarter, elle aussi, par peur qu'il la trahisse. Et elle veut clairement pas tomber là-dedans, elle veut pas tomber aussi bas. Et donc, ça lui fait prendre ce petit recul d'humilité pour pouvoir un petit peu se calmer et essayer d'envisager le conflit avec son frère et la partie de son peuple qui les a trahis de façon plus sereine en ne partant pas sur la voie du doute et de la colère et en essayant d'avoir foi un petit peu en ce qu'il croit. Il y a un joli parallèle dans les discours qui sont faits puisque en même temps, on montre le discours que Karim fait à ces hommes qui l'ont suivi en disant qu'il ne faut pas qu'on perde la foi parce que notre cause est juste, alors que du côté de Janaï, on dit il ne faut pas perdre la foi parce que c'est ça qui nous fera douter en fait. Et l'un comme l'autre voit le contraire de ce qu'il défend dans son adversaire. Mais évidemment, étant donné que Janaï est du bon côté, et c'est elle qui a le plus raison, c'est logique, c'est clair et net qu'on est censé voir légèrement Karim comme un hypocrite. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais à nouveau, je trouve qu'il y a un peu plus de complexité que ça dans l'idée, mais j'avoue que oui, c'est quand même bien fichu dans le parallèle qui a été fait. C'est une bonne scène en reflet, je dirais. Et ouais, c'est sur ça que ça se termine, alors que Karim se prépare à la guerre. Il y a Janaï qui se dit que il faut plutôt rétorquer à ce qui se passe par ce qu'on s'était promis de faire, c'est-à-dire notre mariage, on va enfin le préparer. Et je suis sûr que ça va être le coup évident que lorsque la cérémonie aura lieu, paf, Karim va attaquer. Ce sera à ce moment-là. C'est toujours un peu typique ça, mais peut-être que je me trompe, on verra aussi là.
Mais ouais, donc les plans se mettent en marche et ouais, ça prend un petit peu son temps et donc ça va durer sur pas mal de temps. Et c'est vraiment pas mal ça, c'est un truc qui me plaît bien parce que ça va corriger des points qui m'ont semblé traiter un peu trop la va-vite avant. Même s'il est clair net que ça manque un peu de subtilité à deux trois moments, j'avoue que j'apprécie qu'on développe ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que Janaï soit au centre d'un arc sur 3 ou 4 saisons. En fait, c'est pas vraiment le personnage que je m'attendais à avoir une importance aussi poussée que ça, et plus importante qu'Amaya techniquement, hein. Alors qu'Amaya avait un poids plus net dans les 3 premières saisons. C'est ça qui est un peu dingue, je trouve. Mais bon, c'est pas bête dans l'idée, même si j'avoue que je regrette un tout petit peu qu'Amaya maintenant soit presque exclusivement, pas totalement heureusement, mais presque exclusivement définie par sa relation avec Janaï et ce qu'elle représente, quoi. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'elle avait plus d'attrait lorsqu'elle n'était pas définie par une relation en particulier. Mais là, c'est moi et j'avoue que ça reste une relation suffisamment jolie, quoi. C'est pas mauvais du tout. Donc oui, ces deux parties représentent 98% de l'épisode, et ce qui reste, c'est une petite scène de fin, un petit aperçu du voyage de Callum et Rayla qui passent la nuit alors qu'il est en train de faire une carte, Callum. Il semble se rendre compte de quelque chose par rapport au cube qu'il a. J'avoue que j'ai pas bien compris ce que ça veut indiquer ça, mais j'imagine que ce sera plus clair l'épisode suivant. C'était un épisode vraiment pas mal. Sincèrement, je préfère assez notablement la partie sur Janai que la partie sur Zim, mais même la partie sur Zim se suit très correctement. Ça va, hein, des épisodes comme ça, j'en prends sans problème, hein. Pas non plus sensationnel, mais c'était sympathique. A bientôt pour l'épisode 3. Bye!